Voilà, bonsoir. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Même si c'est la veille d'un jour férié et qu'on est occupé généralement, on est ravis de vous avoir. On est ravis d'accueillir Francesco Abate, qui va présenter son livre qui s'appelle Je demande pardon, et le traducteur. Excusez-moi, j'ai oublié le nom, Marc Porcou, voilà, qui est avec nous aussi et qui nous fait l'amitié d'être là et de traduire donc Francesco Abate. Donc voilà, je vais vous laisser présenter votre livre et donc et on est ravis aussi d'avoir l'association Café Italia Off, donc qui va vous présenter et parler de cette association. Voilà. Merci beaucoup. Tout juste quelques mots, sans rien enlever en fait au temps que nous consacrons à nos invités qui sont bien plus importants que l'association. Donc c'est une association qui a un peu l'objectif de faire connaître les cultures italiennes au pluriel, un peu dans leur diversité et parfois des aspects de la culture italienne qui sont moins connus. Et donc dans le cadre de rencontres qu'on organise à peu près mensuellement, on a vraiment le plaisir d'accueillir aujourd'hui Francesco Abate et Marc Porcou. Je vais tout juste dire quelques mots pour les introduire, pour après vous laisser la parole autour du livre. Donc Francesco Abate est écrivain, journaliste et disque jockey. Il a été l'auteur d'une dizaine de romans, dont plusieurs traduits en France. Donc Dernière journée de championnat et Le chroniqueur sans cœur, traduit par Marc Porcou pour La Fosse aux ours. J'ai confiance en toi, chez Moutaillé. Et tous ces livres ont reçu en Italie un très bon succès et ils ont eu des prix, dont par exemple le Premio Solini en 1999 pour Ultima di Campionato. Alors son dernier roman, Un posto anche per me, paru en 2013 chez Einaudi Stile Libero, et on attend la traduction française. Donc on aimerait bien trouver un éditeur qui s'y prête. Alors ce qui est aussi intéressant à trouver dans l'écriture de Francesco Abate, c'est aussi la dimension un peu collective. Il y a deux romans écrits avec Massimo Carlotto, Je demande pardon avec Saverio Mastrofranco, donc c'est cette écriture où le collectif a une part importante et peut-être qu'il nous en dira un peu plus tout à l'heure. Alors Marc Porcou est poète, traducteur, donc il vit à Lyon et a animé pendant 20 ans une revue, les Cahiers de la Poésie Rencontre, et a participé à de nombreuses lectures en France et à l'étranger, et souvent accompagné en fait par des musiciens jazz. On en a eu un exemple. C'était en octobre 2012 que voilà, il y avait une lecture à Strasbourg autour de la littérature sarde. Et à part le Francesco Abate, il a été aussi le traducteur de Seb Jadsen et L'Ompation sur la terre léger et Le fils de Bakounine. Et il est l'auteur de plusieurs livres de poèmes, donc en filigrane sur la nuit, Ils ont deux ciels entre leurs mains, et l'anthologie bilingue parue donc en italien et en français, L'urlo dell'alba, La criée de l'aube, chez Coué Catane. Et donc voilà, on vous remercie tous les deux d'être parmi nous, et on vous laisse la parole pour passer à ce qui est le plus important, donc le livre qui est à l'origine de cette rencontre. Chiedo scusa. Merci a vous. Grazie. Parlo prima io, ma... Sì. Ok. Allora, mi alzo, perché io non... e anche Marco si alzerà. Adesso io e Marco facciamo così, guardate. Facciamo così. No. Perché? Attento. Ok. In realtà è una maratona, la presentazione è anche una maratona fisica. Il dit que la présentation c'est aussi un marathon physique. E quindi va fatta in piedi. Il faut le faire debout. Intanto grazie, molte grazie per essere venuti tutti quanti qui stasera ad ascoltare un autore, insomma, che qualcuno di voi già conosceva, ma la gran parte di voi scoprirà questa sera. Merci d'être venus nombreux ce soir pour écouter un auteur que certains d'entre vous connaissaient déjà, mais que d'autres vont découvrir ce soir. Grazie a questa bellissima libreria. Merci à cette très belle librairie.
e soprattutto grazie all'associazione che ha fatto uno sforzo economico e psicologico per fare questa presentazione Et oggi. merci à l'association qui a fait un effort psychologique et économique pour que cette présentation ait lieu ce soir. E allora eccoci qua, quello che faremo oggi è raccontarvi questo libro, che è un libro che segna un po' uno spartiacque tra quello che è il mio essere, non il mio essere scrittore, il mio essere in quanto uomo. Alors, ce que nous ferons ce soir, c'est de vous raconter un peu pourquoi ce livre, qui est une sorte de spartiacque, division des eaux, comment on dit, mais il y a un terme géographique que j'ai oublié. Voilà, le partage des eaux, qui est un peu une sorte de partage des eaux entre pour son être personnel, pas seulement pour son être en tant qu'écrivain. Allora, tutto quello che ci racconteremo oggi, anche se vi potrà sembrare in certi momenti impossibile, incredibile, improbabile, però è tutto vero, è tutto accaduto. Donc tout ce qu'il racontera ce soir, même si parfois ça vous semblait un peu impossible, improbable, est en réalité absolument vrai. Tout ce qui est arrivé et qui est raconté dans ce livre est vrai. E questa è la mia storia, ma è in fondo la storia di un po' di tutti noi. Alors c'est son histoire, mais c'est aussi l'histoire de chacun d'entre nous. Nel senso che quando Valerio Mastrofranco, ovvero Valerio Mastrandrea, Saverio Mastrofranco, ovvero Valerio Mastrandrea, mi ha chiesto di scrivere questa storia, io ho pensato che non stavo raccontando soltanto la mia storia, ma stavo raccontando la storia di tutte le nostre famiglie. Donc ce qui est tellement vrai, c'est que lorsque Valerio Mastrofranco, qui en réalité est Valerio Mastrandrea, lui a demandé d'écrire cette histoire, il s'est aperçu qu'en fait il ne racontait pas son histoire, mais l'histoire de toutes les familles. La riflessione che ho fatto è che probabilmente non esiste una famiglia, una nostra famiglia che non sia stata toccata dalla malattia, dal lutto, dal dolore. Quindi raccontare questa storia era raccontare tante storie. Ogni volta che vado a fare una presentazione, anche ieri a Parigi, racconto la mia storia e raccolgo altre storie. Tant'è... Ah, prego. Donc, en fait, raconter cette histoire, il a réfléchi au fait qu'il n'y a pas une seule famille qui échappe à la maladie, à la douleur, au deuil. Et donc, chaque fois qu'il raconte cette histoire, il raconte aussi l'histoire des autres. Et il disait que, par exemple, hier à Paris et ailleurs, quand il présente son livre, à la fin de la rencontre, il recueille à son tour des histoires, les histoires des autres. Tant'è che in Italia questo libro ha avuto una bella vita. Ha venduto tanto et questo ha significato fare tante presentazioni. Si bien que ce livre en Italie a eu une belle vie, il a été bien vendu, mais cela veut dire que pour que cela se réalise, il a fallu faire de nombreuses présentations. Sì, ho girato l'Italia, dalla Val di Susa a Marsala, 137 presentazioni. 137 présentations dans toute l'Italie, depuis la Val de Suse jusqu'à Marsala. E quando è finito questo tour ho raccolto le storie più importanti e ho fatto uno spettacolo teatrale che magari un giorno potremo anche vedere tutti insieme. Et donc quand il a fini cette tournée, il a recueilli les histoires les plus importantes l'histoire de Caetano, Sì. qu'on lui a racontées, et il en a fait un spectacle théâtral qu'il espère un jour on pourra voir ensemble. Nonostante adesso noi parleremo di malattia, nonostante parleremo di sofferenza, questa è la via della vita che sconfigge il dolore. Bien que ce soir nous allons parler de maladie et de douleur, c'est aussi ouvrir une voie qui est plus forte que la douleur et qui va vaincre la douleur. Ed è un libro che finisce bene. Et c'est un livre qui finit très bien. Infatti io sono qui con voi stasera. En fait, il est là, présent avec nous ce soir. E quello che faremo è intanto raccontarvi 3 momenti importanti di questa storia. Ma Mark ci farà anche alcune letture, con la speranza che non si commuova.
Donc il va vous parler de 3 moments importants du livre, 3 histoires importantes de ce livre, et on fera quelques lectures en espérant que je ne m'émeuve pas comme la dernière fois, mais j'ai tout prévu pour ne pas qu'on voit mes éventuelles larmes, j'ai amené des lunettes de... C'est un livre très drôle et très émouvant. Allora, dobbiamo veramente iniziare dall'infanzia del protagonista del libro. Io nel libro ho preferito un po' staccarmi e non dare il mio nome al protagonista del libro, ma dargli un nome che comprendesse un po' tutti i bambini che come me si erano ammalati fin dalla più tenera infanzia. Donc il faut commencer par l'enfance du protagoniste du livre, à qui il n'a pas voulu donner son nom, mais il a voulu donner un nom qui puisse représenter tous les enfants qui, dès l'enfance, sont atteints par la maladie. Infatti questa è una storia che inizia quando il protagonista ha soltanto 2 anni. L'histoire commence quand le protagoniste n'a que 2 ans. È la storia di un bambino e di suo padre. C'est l'histoire d'un enfant et de son père che si ammalano insieme. qui tombent malades ensemble au même moment. Il bambino ha 2 anni e il papà ne ha quasi 29. L'enfant a 2 ans, son père environ 29 ans. E si ammalano tutti e due, siamo negli anni 60. Et cela, ça se passe dans les années 60, ils tombent malades tous les deux ensemble. E i medici in quegli anni non hanno ancora tutte le conoscenze per capire esattamente questo bambino e questo papà di cosa si sono ammalati. Et à cette époque, les médecins n'ont pas toutes les connaissances pour comprendre quelle est la cause de cette maladie qui touche à la fois le père et le fils. Loro dissero, in generale, dissero epatite virale. Ils utilisèrent un terme générique, hépatite virale. Ma in realtà non era così. Mais ce n'était pas ça. Soltanto a metà degli anni 80 si è scoperto esattamente qual era la malattia che aveva colpito me e mio padre. Ce n'est que vers la moitié des années 80 qu'on a découvert exactement quelle était la maladie qui les avait touchés, lui et son père. Ed è poi un virus particolare che si chiama epatite C. Et c'est un virus particulier qui s'appelle l'hépatite C. Ma allora non si sapeva e quindi sia questo bambino che questo papà sono stati curati molto male. Et donc à l'époque on ne le savait pas, ce qui fait que cet enfant et ce père ont été soignés mais de très mauvaise façon. On n'avait pas de médicaments pour payer. Va detto che il sentimento della malattia cambia con l'età e tu lo comprendi sulla base delle privazioni che ti vengono imposte a seconda dell'età che hai. Ad esempio, la mia concezione di malattia quando avevo 3-4 anni era legata ai cibi che non potevo mangiare. Donc il faut dire que la compréhension de la maladie est liée à l'état, à l'âge que l'on a lorsqu'on a cette maladie. Et elle évolue avec le temps. Et elle est liée surtout aux privations qu'impose cette maladie. Donc à l'âge de 3 ans, c'était surtout lié aux privations de nourriture. Ils ne pouvaient pas manger il salame, ad esempio. Pas de saucisson. E allora mamma faceva una cosa simpatica che tagliava il pane e prendeva la salsiccia, la sfregava, ma poi la buttava e mi faceva avere i sapori, gli odori, ma non me lo faceva mangiare. Et donc sa maman prenait le saucisson, ouvrait le pain, frottait le saucisson et lui faisait ressentir le parfum, mais pas le goût, et ensuite elle rejetait le saucisson. Poi scrivere questo libro è stato anche scoprire un po' tutti gli errori che la medicina ha fatto per anni, no? Et écrire ce livre a été aussi une façon de découvrir toutes les erreurs que la médecine a fait pendant des années. Ad esempio, quando ero io bambino dicevano che l'uovo fritto non potevi mai mangiarlo. No, l'uovo fritto no, non si può, fa malissimo. Quand il était enfant, on disait qu'il ne fallait pas manger d'œufs au plat. C'était vraiment interdit, c'était très mauvais pour la Invece santé. adesso dicono che fa benissimo per il Et maintenant, fegato. on dit que ça fait vraiment du bien au foie. Però io non l'ho mangiato per 35 anni. Et lui, il s'en est privé pendant 35 ans. Ça, c'est la frittata. Sì. E poi invece quando sei ragazzo, questa storia ci siamo divertiti molto a raccontarla agli studenti del liceo du Parc di Lyon. Et donc, quand on est jeune, il va nous raconter une histoire qu'il a aimé raconter aux lycéens du lycée du Parc à Lyon, qui ont beaucoup apprécié, beaucoup ri
à cette histoire-là. Perché quando invece si è ragazzo, la privazione sta nel fatto che gli altri ragazzi magari che vanno in campeggio oppure si fidanzano e tu invece finisci in ospedale e in campeggio non ci vai, le fidanzate ti lasciano per mettersi con un altro mentre tu sei in ospedale, insomma la malattia è legata ai momenti della vita, no? Donc la maladie est liée aux instants de la vie, et il racontait par exemple qu'à l'âge du baccalauréat, quand ses copains allaient en camping ou avaient des fiancés, bah lui il allait à l'hôpital, il perdait ses fiancés parce qu'elles en avaient assez, elles en trouvaient un autre. E così ho detto alle studentesse, ragazze, aspettate. Et il a dit, voilà. Imparate ad aspettare. Et il a demandé aux lycéennes et aux étudiantes d'apprendre à attendre, d'être un peu patientes et indulgentes alors. Però va detto che forse il momento più importante di questa storia è proprio l'anno della maturità. Donc le moment le plus important de cette histoire, c'est vraiment l'époque du bac. Quando, insomma, quello è l'anno che tutti quanti noi abbiamo, vista l'età di tutti noi, ce lo ricordiamo tutto quell'anno, no? Che è l'anno quando siamo molto emozionati perché decideremo chi saremo, che cosa faremo, oppure siamo anche un po' in difficoltà perché non sappiamo chi saremo, cosa diventeremo, e quindi con i miei compagni ci dicevamo, ma io farò l'università, no, io voglio lavorare con mio padre, io non lo so. Donc l'année la plus importante, c'est donc l'année du bac pour beaucoup de gens qui ont connu ça. C'est le moment où on se demande ce qu'on fera plus tard dans la vie ou ce qu'on ne fera pas. Alors certains disent, moi je vais aller à l'université, moi je veux faire ceci. D'autres ne savent pas ce qu'ils veulent faire. E poi hai paura per quell'esame, perché è l'esame che tu inizi a temere già dall'inizio di quell'anno scolastico. Hai paura di non riuscire a passarlo e tremi. En plus, il y a la crainte de ne pas réussir cet examen. Depuis le début de l'année scolaire, on y pense et parfois on en tremble même. Io mi sono ricordato l'altro giorno che, ad esempio, io ancora sogno di dare l'esame di chimica, ma io non dovevo dare questo esame di chimica. Il rêve encore qu'il doit passer l'examen de chimie, alors qu'en réalité, il n'avait pas de chimie à son examen à passer. Sì, io dovevo dare greco e filosofia, quindi questa chimica. Il devait passer grec et philosophie. A 50 anni ancora mi sogno l'esame di maturità. À 50 ans, il rêve encore à cet examen avec de la chimie. E invece oramai sono passati 16 anni da quel primo ricovero all'età di 2 anni. E allora i medici, fra cui un mio zio, mi convocano a maggio, proprio in questi giorni, per dirmi quello che avrebbe cambiato tutta la mia vita. Donc, à l'âge du bac, donc à l'âge de 18 ans, 16 ans étaient passés depuis sa première maladie qu'il a eue à l'âge de 2 ans. Et donc à ce moment-là, les médecins, dont un de ses oncles, le convoquent pour lui dire ce qui va lui arriver et ce qui va changer sa vie. E in quell'occasione i medici dissero che le analisi erano molto peggiorate. Donc les analyses étaient très, très mauvaises. Toute sa situation s'était empirée. E che io, insomma, 10 anni, 15 anni di vita, non di più. Et qui lui donnait au maximum 10 ou 15 ans de vie alors qu'il en avait 18 à l'époque. È chiaro che a un ragazzo di appena 19 anni compiuti gli dice che potrà vivere altri 10 anni, forse 15, cambia tutto. Il est clair que pour un jeune homme de 19 ans à qui on dit qu'il ne reste que 10 ans à vivre, peut-être 15, tout va changer. Allora questa è la storia di questo ragazzo che quando gli viene data questa notizia si arrabbia. C'est l'histoire de ce jeune homme qui, lorsqu'il apprend cette nouvelle, va s'énerver, se mettre en colère. Si arrabbia soprattutto quando viene detta una frase da questi medici, perché i medici dissero: guarda Francesco, che se però la scienza medica andrà avanti, tu un domani potrai fare un trapianto di fegato. Il s'énerve surtout quand les médecins lui disent la phrase suivante. Ils lui disent, tu sais Francesco, peut-être que la science médicale va évoluer, va faire des progrès, et peut-être qu'un jour on pourra te faire une greffe. Però tu a 19 anni non accetti un'affermazione di questo tipo. Cioè tu non puoi dire: ok, io vivrò se i medici saranno così bravi, studieranno così tanto, faranno tante altre scoperte. Tu l'unica cosa che dici è questa, quella che io dissi ai medici.
vaffanculo alla scienza medica. Donc il est évident qu'à 19 ans, lorsqu'on nous apprend que notre seule chance de survie est liée à l'éventuelle évolution de la médecine, on ne peut pas l'accepter et la seule chose qu'il ait eu envie de dire, il l'a dit, vous avez entendu, au médecin. Allez vous faire... L'altra data importante di questa storia invece è il 15 marzo del 1992, quando mio padre muore all'età di 56 anni. Donc l'autre date importante de cette histoire est le 15 mars 1982, quand son père meurt à l'état de 53 Sì, de 6 sì, sì. de 56 ans. 56 Sì. ans. Ma Mark dice, perché dice 53? Perché nel libro c'è scritto 53. No, forse Sì, no. è quello che ricordo. Però era un po' cercare È di... tutto vero. No, qualcosa no. Il giorno sì, Dai, 15 marzo. 15 marzo. Allora, quello che ho pensato leggendo questo libro e guardandomi dentro era che in fondo un bambino che ha come esempio un padre malato non fa altro che vedere nel progredire in maniera sempre peggio della malattia di suo padre nello specchiarsi continuamente in suo padre. Tuo padre peggiora, tu peggiorerai. Tuo padre muore, tu morirai. C'est aperçu en écrivant ce livre qu'un enfant qui a la même maladie que son père ne voit que dans la progression, se voit en miroir dans la progression de la maladie de son père, et quand la maladie de son père empire, il comprend que lui aura le même destin, son père va mourir et lui mourra aussi en suivant la même voie. Pensando a quel giorno, quello è stato un giorno di dolore ma anche di rabbia. Il dolore di perdere un padre che abbia, io dico sempre, 100 anni o 53 o 56 anni, è l'uomo che insieme a tua madre non ti ha fatto, ma è l'uomo che con tua madre ti ha pensato. Donc le souvenir de ce jour, c'est un souvenir de grande douleur. Il est toujours douloureux de perdre un père, quel que soit son âge, 50, 100 ans, parce que en fait c'est l'homme qui, avec notre mère, non seulement nous a fait, mais aussi nous a pensé. E poi di rabbia perché invece quello è stato un giorno di grande rabbia e anche di paura. Di paura perché io non sono voluto subito entrare nella sala dell'obitorio perché significava vedere me stesso lì dopo pochi anni. Ce fut aussi un jour de grande douleur et de grande colère. De douleur parce qu'il nous l'a dit, de colère et aussi de peur parce qu'il n'a pas voulu entrer dans la chambre mortuaire, voir son père, ça voulait dire se voir lui-même dans quelques années. Ma anche di rabbia sbagliata, perché il sentimento che ha prevalso è stato: tu non puoi morire perché tu non mi puoi lasciare qua solo con la malattia, se ci siamo ammalati assieme dobbiamo morire. Donc aussi un sentiment de colère envers son père, de colère erronée, de colère qu'il avait à tort, parce que il se disait: si nous sommes tombés malades ensemble, tu ne peux pas me laisser seul, nous devrions mourir ensemble. Però poi la scienza medica è andata veramente avanti. Ensuite, la science médicale a vraiment fait des progrès. All'età di 40 anni i medici mi dissero che oramai era rimasto un anno di vita. Lorsqu'il avait 40 ans, les médecins lui dirent que maintenant il ne lui restait plus qu'un an à vivre. Però quello che sembrava impossibile quando avevo 19 anni era una realtà consolidata. Mais ce qui semblait impossible lorsqu'il n'avait que 19 ans était maintenant une réalité assurée, certifiée. E così mi sono preparato a fare il trapianto di fegato. Et ainsi, il s'est préparé pour la greffe du foie. E la storia che vi racconto oggi è la storia di un bambino, di suo padre, ma anche è la storia di uomini e donne che decidono nel momento in cui se ne vanno di donarsi. Alors, l'histoire qu'il nous raconte aujourd'hui, et en particulier dans ce livre, c'est l'histoire d'un enfant, de son père, mais aussi l'histoire de personnes qui, au moment de leur mort, décident de donner, de faire don de leurs organes avant de partir. Che decidono che dalla morte rinasca
la vita, anzi le vite. qui décide que de la mort puissent renaître des vies. Perché fare un trapianto significa questo, significa provare a rinascere, ma la tua rinascita dipende solo esclusivamente dalla morte di un'altra persona. Avoir une greffe signifie d'accepter de renaître, mais cette renaissance ne dépend que de la mort d'une autre personne. Si attende che qualcuno muoia al tuo posto. Il faut s'attendre à ce que quelqu'un meure à ta place. Io ho atteso 13 mesi Il a attendu 13 mois. e ho atteso che squillasse un telefono, Et il a attendu qu'un téléphone sonne. perché oramai i nostri telefoni squillano continuamente, Puisque aujourd'hui, désormais, nos téléphones sonnent en permanence. e così perché tu non muoia, perché tua mamma ti chiama perché la pasta è pronta, ti dicono di prenderti un altro telefono. Et puis, pour que tu ne meurs pas parce que ta mère est en train de t'appeler en te disant que la pâte est prête, les spaghettis sont prêts. Et donc, l'hôpital vous demande de prendre un autre téléphone. E quel telefono squillerà una volta. Et ce téléphone ne sonnera qu'une fois. E quando squilla significa solo una cosa, Et quand il sonne, ça ne signifie qu'une seule chose, che Marco adesso vi leggerà. que je vais avoir le devoir de vous raconter. Donc, quand le téléphone sonne, ça veut dire qu'il faut vite courir à l'hôpital, mais qu'avant ça, il s'est passé quelque chose de... Senza commuoverti. Speriamo bene. Elle s'est levée tôt comme tous les matins. Elle a embrassé son mari, lui a murmuré « Ciao amore », s'est retournée dans le lit et a tiré les couvertures sur sa tête. Il faisait froid. Ce n'est que lorsqu'il a senti l'odeur de café se répandre dans l'appartement qu'il a décidé de la rejoindre dans la cuisine, comme tous les matins. Dehors, il faisait nuit. Les vitres de la fenêtre recouvertes de buée laissaient réapparaître les dessins du soir précédent. Un petit cheval, un chien et des gribouillons qui, dans les intentions de la plus petite de leurs filles, devaient être un lapin. Un de ceux que leur grand-père leur avait montré le dimanche précédent à elle et à sa sœur en le tenant par les oreilles. Elle l'avait caressé et avait découvert qu'il avait un poil très doux. Puis, pendant tout le chemin du retour, elle s'était plainte, pleurnichant, qu'elles auraient voulu rester toujours à San Sperate, chez leurs grands-parents, pour donner de la salade au lapin et du pain sec et du blé aux poules. La cuisine était chaude, comme tous les matins. Lui la regardait et s'est senti envahi d'un doux sentiment. Elle était belle, mais surtout singulière. C'est ce qu'il a pensé, en laissant sa main tourner encore une fois la cuillère au fond de la tasse. Et il avait eu de la chance, c'est ce qu'il a pensé. Et il s'est souvenu de certains autres pour qui le réveil n'était pas aussi doux. Croiser le regard de la personne avec laquelle ils avaient décidé de partager leur lit et ruiner leur journée. Elle la regardait en douce, il était beau, mais surtout singulier. Elle le voyait ainsi, même si quelqu'un d'autre aurait pu le définir différemment. Elle avait eu de la chance, et elle s'est sentie comblée, satisfaite et pleinement épanouie. Ils se sont embrassés, allongeant le cou et s'échangeant la laine douce et moelleuse du petit matin après le café. Lui a préparé le petit déjeuner pour les petites. Elle a couru dans la salle de bain, et pendant que l'eau de la douche coulait sur sa peau, il l'a rejointe, s'est lavé les dents, et ils se sont répartis les tâches de la journée. Elle s'est même moquée de lui, parce qu'avec tout le dentifrice qu'il avait dans la bouche, ses paroles semblaient être des grognements. Quand il est allé réveiller les petites, elle était déjà sur la route, ponctuelle, pour accueillir les enfants des autres dans l'école maternelle pour handicapés où tous l'appelaient maîtresse. Une vingtaine de kilomètres, de village à village. Résidence d'un côté, travail de l'autre, comme c'est le cas pour la majorité des enseignants. Route droite, mais étroite, entre les fermes de la plaine du Campilano, encore déserte à 7 heures. L'obscurité faiblissait, mais la route était noire et le ciel encore de plomb. Elle a allumé la radio pour se tenir compagnie. C'est à cet instant que la camionnette qui arrivait en face n'a pas baissé ses phares et l'a aveuglée.
Une rafale de lumière l'a atteinte et lui a fait perdre la route. Sa voiture a fait une embardée, a glissé sur l'asphalte humide et un peu gelé, est tombée dans le fossé profond, a heurté un rocher, s'est retournée une fois, 2 fois, puis s'est arrêtée. Le toit sur le sol. Elle, tête en bas, couverte de sang et haletant. Sa respiration s'est faite de glace. Quand l'ambulance l'a emportée, elle avait encore un brin de conscience. Plus rien, quelques heures après, au service de réanimation. Elle est restée là pendant 12 jours, isolée du monde dans une chambre de verre où n'arrivaient ni les prières de ceux qui demandaient un miracle, ni les pleurs de ceux qui s'attendaient au pire. Lui est resté sur le banc à l'extérieur du service. Il ne s'est levé que pour s'approcher du distributeur de boissons et de friandises. Une goutte de jus de fruits, une bouchée de brioche, rien de plus. Il l'a attendu pendant 12 jours, sans fléchir ni désespérer. Il s'est arrangé pour que les parents s'occupent des petites, puis il n'a plus bougé, priant de pouvoir partager avec elle une autre aube et 1000 petits déjeuners. Il a prié, mais n'a pas été entendu. Quand le médecin s'est approché et lui a murmuré à l'oreille des mots terribles, il s'est levé avec calme, a ouvert son portefeuille et lui a remis une carte. Le médecin en avait déjà vu plusieurs dans sa carrière. C'était sa volonté. Il a réussi à souffler entre les lèvres un oui douloureux, et alors qu'il pensait que ce mot, si petit, si rapide, l'aurait tué, il a, au contraire, ressenti un étrange soulagement. Aussi a-t-il répété, oui, ça a toujours été sa volonté. Elle était inscrite au donneur d'organes depuis 10 ans. Puis, il s'est rassis sur le banc, sans plus aucune pensée. C'est à cet instant que mon nouveau téléphone a sonné pour la première fois. No, Marco, io applaudo, ma non per te, ma applaudo da solo per lei. Sì, è molto merita lei. Ci sei? Sì, ci sono. Allora, dovete sapere che non è un caso se facciamo sempre questa lettura e se l'abbiamo sempre fatta. Alors, c'est pas un hasard si on choisit toujours de lire cet extrait. Perché quando io sono andato a casa di Cinzia, perché Cinzia si chiama questa ragazza, Parce que lorsqu'il est allé dans la maison, dans la famille de Cinzia, qui est le nom de sa donneuse, e ho parlato con la mamma, con signora Maria, et qu'il a parlé avec sa mère, Madame Maria, e signora Maria mi ha detto: tu dovunque andrai racconta la storia di mia figlia. et cette dame lui a dit, partout où tu iras, il faut que tu racontes l'histoire de ma fille. Perché abbia un senso questa sua morte. Pour que sa mort ait un sens. Il senso che chiunque un giorno se ne dovrà andare fra 100 anni, Le sens est que chacun d'entre nous qui un jour devra s'en aller, il espère dans son temps, dans 100 ans, faccia la sua stessa scelta. qu'on puisse nous aussi faire ce choix. Dovete sapere che io sono rimasto, prima di partire qui per la Francia, sono andato a salutare la signora Maria. Avant de venir en France, il est allé saluer cette dame, la mère de la donneuse. E lei mi ha detto: Francesco, mi raccomando, racconta ai francesi di Cinzia, Elle lui a dit, raconte aux Français l'histoire de Cinzia. E racconta di quando lei ha deciso che sarebbe diventata una donatrice. Et raconte aussi le moment où elle a décidé de devenir une donneuse. Sì, che era un momento familiare qualsiasi, a fine di una cena, a casa, C'était un moment quelconque de la vie familiale à la fin d'un repas. e tutti iniziano ad andare a letto e rimangono invece su quella tavola a chiacchierare, lei e il papà. Tous vont se coucher et nous rester à table en train de discuter qu'elle et son père. E lei aveva ricevuto dal ministero la lettera
in cui si chiedeva se si voleva essere dei donatori. Elle avait reçu du ministère de la Santé une lettre qui demandait aux gens s'ils voulaient être candidats pour être donneurs. E lei ha detto al papà, gli ha detto, quando io me ne andrò, sappi che io voglio essere donatrice. Elle a dit à son père, quand je m'en irai, sache que je veux être une donneuse. E il padre gli ha detto, ma Cinzia, cosa dici? Facciamo così, ti dico io che voglio essere donatore, ma sarai tu a dover seppellire me, non io a te che hai solo 19 anni. Et donc son père lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Disons que c'est moi qui vais devenir un donneur, parce que c'est moi qui devrais t'enterrer, et pas l'inverse, alors qu'il n'a que 19 ans. E lei però gli ha detto, no papà, tu dillo a tutti che io il giorno in cui me ne andrò voglio essere una donatrice. Et donc elle a dit, non, papa, dis-le à tous, le jour où je mourrai, je veux être une donneuse. E quando sono entrato nella sua camera da letto ho capito la scelta di questa giovane donna. Et quand il est rentré dans la chambre de Cinzia, il a compris le pourquoi du choix de cette jeune femme. Lei insegnava ai ragazzi disabili. Elle enseignait auprès des enfants handicapés. E quando era in vacanza e in ferie andava nel sud del mondo, in America Latina, in Africa, e non faceva vacanza perché aiutava altri ragazzi, bambini, poveri e handicappati. Et pendant ses vacances, elle allait au sud du monde, en Amérique latine, ailleurs, pour aider les enfants handicapés dans d'autres pays. E allora ho capito la donna che era in me. Et il a compris quelle femme était en lui. Di recente in televisione, quando è uscito questo libro in Italia, mi hanno detto quante volte pensi alla tua donatrice? Alors récemment en Italie, après la sortie du livre, on lui a demandé à la télévision combien de fois penses-tu à ta donneuse? E io ho risposto distinto, non l'avevo costruita quella domanda, ma mi è venuto da dire mai. Et lui, il a répondu instinctivement, il n'avait pas pensé à cette question, il a répondu jamais. Perché io sono lei, Parce qu'il est elle. sono una parte di lei. Il est une partie d'elle. Allora, fare questi incontri ha tanti sensi. Uno è quello di dire quel giorno, quando ve ne andrete, fra 100 anni, fate come lei. En fait, faire ces rencontres de présentation en plusieurs sens, dont l'un est à nouveau, il nous le redit, Ma non tanto, de faire un don le jour où nous partirons le plus tard possible. ma non tanto perché quella ragazza ha salvato Francesco Abate, Mais pas uniquement parce que cette jeune fille a sauvé Francesco Abate, ma perché ha salvato... Io ne ho conosciuto una e due, uno l'ho visto. il a connu deux autres personnes. Une, il l'a vue, Perché Cinzia, donandosi completamente, ha fatto sì che una ragazzina cieca, parce que Cinzia, en donnant complètement son corps, a fait que Francesco soit là, qu'une jeune fille, qu'une enfant aveugle ait retrouvé la vue, che il diabete aveva reso una ragazzina di 18 anni completamente cieca. une jeune fille de 18 ans qui avait été rendue aveugle par le diabète. E lei ha donato il rene e il pancreas. Et elle lui a donné le rein et le pancréas. E un papà che pensava di non vedere mai più i suoi figli gli ha donato il cuore. Et un père qui pensait ne plus jamais revoir ses enfants, elle lui a donné son cœur. E a un nonno i cui reni non funzionavano più ha dato tanta altra vita. Et un grand-père dont les reins ne fonctionnaient plus, elle a redonné de la vie. E allora c'è quella bellissima frase della cultura ebraica che dice chi salva una vita salva il mondo intero. Figuratevi una donna che ne ha salvato quanto di vita. Il dit qu'il y a une belle phrase de la culture hébraïque qui dit qui sauve une vie sauve le monde entier. Et d'imaginer cette jeune fille qui a sauvé 4 vies. E allora ho pensato, mentre scrivevo questo libro, dovete sapere che io non pensavo di scriverlo questo libro. Alors il a pensé, pendant qu'il écrivait ce livre, tout en nous disant qu'il ne pensait pas devoir ou pouvoir écrire ce livre. Ma è stato Valerio Mastrandrea che quando mi ha chiesto perché stavo così male, perché il mio colore di pelle era sempre peggio, perché ero così provato dalla malattia. Alors donc il ne pensait pas écrire ce livre, c'est quand Valerio Mastrandrea lui a demandé pourquoi il était si fatigué, pourquoi avait-il cette couleur de visage toujours de plus en plus jaune.
pourquoi il était si mal. E io gli ho raccontato la storia che sto raccontando a voi oggi. Alors il lui a raconté à Valerio Massandré l'histoire qu'il est en train de nous raconter, l'histoire de son enfance, des maladies. Lui va a letto tardi e si sveglia molto tardi, però quel giorno mi ha chiamato alle 6:30 del mattino. Alors, Valerio se couche très tard et se lève très tard. Et Donc ce jour-là, il a appelé Francesco à 6 heures du Sì, ha matin. detto, qui è successo qualcosa. Alors il a pensé, il a dit, putain, c'est quelque chose de grave qui m'appelle à 6 E lui heures du invece mi matin. ha detto, guarda, ci ho pensato tutta la notte e devo fare un film di questa tua storia. Il a dit, écoute, j'ai pensé toute la nuit, je veux faire un film à partir de ton histoire. Però io gli ho detto, ma beh, io sono uno scrittore, poi non so ancora quanto vivrò. E siccome so che i ritmi del cinema ultimamente in Italia sono molto lenti, facciamo una cosa, facciamo prima un libro. Alors il lui a dit, écoute, moi je suis un écrivain, et je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore, donc en plus les rythmes de production cinématographique en Italie sont très, très tendus. E infatti il film non l'hanno ancora fatto. Et il a dit, mais avant, faisons donc d'abord un livre avant de faire un film. E mi ha costretto a pensare al trapianto e alla malattia. Et il m'a contraint à penser à la greffe et à la maladie. E quello che ho pensato e ho trovato conforto in libri che ho letto è che il trapianto in fondo, senza tanto in fondo, non è un atto meccanico, ma è un atto mistico. Et donc il a pensé, il a réfléchi, et aussi, il a été réconforté par des livres qu'il a lus. Il est arrivé à l'idée que la greffe n'est pas un acte mécanique, mais plutôt une action mystique. I chirurghi dicono che la preparazione che loro fanno prima di entrare nella sala a fare il trapianto è una preparazione mistica. Les chirurgiens disent que la préparation qu'ils font avant d'entrer dans la salle d'opération où ils vont opérer une greffe, c'est une préparation mystique. Ma lo dicono in maniera molto laica. Mais E io ve lo dico in maniera molto ils le disent de laica. façon très laïque, et il le répète, Francesco aussi, d'une façon laïque. È il passaggio da una vita ad altre vite. C'est le passage d'une vie à d'autres vies. Se invece viene concepita come andare dal meccanico e dirgli vabbè cambiami il tubo di scappamento, Si au contraire on conçoit ça comme le fait d'aller chez le mécanicien et lui demander de nous changer le tuyau d'échappement, si fa torto almeno a 3 realtà. on fait du tort à au moins 3 réalités. La prima a qualsiasi donatore, che non può essere considerato un pezzo di ricambio. Le premier tort serait fait à n'importe quel donneur qui ne peut pas être considéré comme une pièce de rechange. Ma un uomo e una donna che ha detto io quando muoio mi dono. Mais qu'il faut considérer comme un homme ou une femme qui a dit « quand je meurs, je me donne ». Il secondo torto si fa a chi lavora per quel trapianto, Le second tort se fait à ceux qui travaillent pour cette greffe, perché il trapianto in realtà ci dice come noi non bastiamo mai a noi stessi. Ed è un errore pensarlo. parce que la greffe, en réalité, nous dit et nous montre comment nous ne nous suffisons jamais à nous-mêmes. C'est une Perché, erreur de penser che ci suffiamo. perché pensate che per la mia rinascita, pensate solo alla mia, per la mia rinascita si sono messi in moto 100 persone. Parce que penser que pour qu'ils puissent renaître, se sont mis en mouvement 100 personnes. 100 persone che hanno lavorato tutta la notte, 100 personnes qui ont travaillé toute la nuit. non nel mio caso ma in molti casi hanno magari preso un aereo e sono andati dall'altra parte dell'Italia, Pas dans son cas, mais dans d'autres cas, ils auraient même pu prendre un avion et aller dans un autre endroit a prendere d'Italie, l'organo, a riportarlo, chercher l'organe, le ramener. e poi siccome non è che dappertutto ci puoi arrivare con l'aereo, magari devi andare in una Panda medicalizzata in 5, fare 500 km, prendere l'organo, tornare. Comme on ne peut pas accéder de partout avec un avion, on peut aussi prendre une Panda à 4x4 et faire 105 km, aller chercher l'organe, revenir. E poi se quando hanno finito con te parte un altro allarme, non è che hanno finito di timbrare e vanno tutti a casa. Quei medici, quegli infermieri, quegli autisti, quegli impiegati non vanno a letto. Et en plus, lorsqu'ils ont fini une greffe, s'il y a une autre alarme qui sonne, s'il y a une autre greffe à effectuer, ils ne peuvent pas rentrer chez eux se coucher. Tout ce personnel, les infirmiers, les médecins, les employés, les chauffeurs,
Ils se remettent au boulot, ils se remettent au travail. Io ho visto squadre non dormire per 48 ore, Il a vu des équipes ne pas dormir pendant 48 heures. ma soprattutto si fa un tortavoli. Mais surtout, c'est à nous, à vous, qu'on fait un tort. Io questa cosa in questi 5 presentazioni in Francia non l'avevo mai detto, ho aspettato qui per dirla. Alors, et cela, durant ces 5 présentations en France, il ne l'a jamais dit, je peux en témoigner, et il a attendu d'être ici pour nous le dire. Perché io e tutti quelli come me sono vivo grazie a non so quanti milioni di italiani, quelli che pagano le tasse. Parce que lui et tous ceux qui sont comme lui sont vivants grâce à des millions d'Italiens, grâce à ceux qui paient leurs impôts. Questo è scritto nel libro, è ben scritto. C'est dans le livre, c'est bien expliqué. Perché il mio trapianto me l'hanno pagato loro. Parce que sa greffe, ce sont tous ces citoyens qui lui l'ont payé. Oui, mais c'est surtout les gens qui ont payé les impôts. Infatti dovete sapere che dopo che ho detto questa cosa, ogni anno mi invitano al Ministero delle Finanze a Roma. Alors, après avoir dit ça, chaque année maintenant il est invité au ministère des Finances à Rome. No, vero, perché sono l'unico che parla bene di loro in Italia. C'est vrai parce qu'il est le seul à dire du bien d'eux en Italie. Perché grazie alle tasse pagate in Italia, nel bene e nel male, esiste un bel sistema sanitario. Grâce aux impôts payés, il existe en Italie, que ce soit bien ou mal, un beau système sanitaire. Che garantisce il trapianto a un figlio di un avvocato come me, ma anche al figlio di un pescatore come il mio vicino di vetta. Et qui, grâce à l'État italien, qui garantit la greffe à un fils d'avocat comme Francesco ou à un fils de pêcheur comme son voisin de lui. Perché guardate che soltanto il trapianto, quindi l'atto chirurgico, costa 60.000 euro. Rien que l'acte chirurgical de la greffe coûte 60 000 euros. E uno dice, vabbè, io pur di farlo questo trapianto, se non fosse così, farei una rapina, pagherei. Et quelqu'un dit, si ce n'était pas gratuit, on pourrait être tenté de faire une banque pour payer cette greffe importante. Quante storie abbiamo visto negli Stati Uniti che hanno un sistema completamente diverso dal nostro, che la gente non ha i soldi per curarsi. Je donne l'exemple des États-Unis qui n'ont pas le système sanitaire comme en France ou en Italie. Les gens n'ont pas d'argent pour se soigner. Io ho conosciuto dei pazienti che dimezzano l'insulina perché non hanno i soldi per comprare tutta l'insulina. Il a connu des patients qui divisent l'insuline en deux parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour tout acheter. Però mettiamo che in Italia il sistema sanitario, in Francia sia come quello americano, io mi dovevo pagare il trapianto, ma non basta. Donc si c'était pas comme si l'Italie et la France c'était comme les États-Unis, qu'il fallait qu'ils payent sa greffe, 60 millions, nous a-t-il dit, mais ça ne suffit pas. Il faut rajouter. Non basta perché dovete tenere conto che tutti i farmaci che io prendo ogni giorno, Parce que tous les médicaments qu'il prend chaque jour che costano tantissimo, coûtent vraiment très très cher. me li pagate voi che pagate le tasse. Et ce sont les citoyens italiens, ou peut-être certains d'entre vous qui payent des impôts en Italie, qui lui paient. Io prendo sempre come esempio un farmaco che lo prendo tutti i giorni, ma prendo 12 farmaci al giorno. Il prend 12 médicaments par jour, mais il y en a un particulièrement qu'il prend comme exemple et qu'il prend tous les jours. Perché quello lo prendo una volta al giorno, sta in una scatola da 30, quindi ne faccio fuori una scatola al mese. Donc il en prend un par jour dans une boîte de 30, donc une boîte par mois. E costa 1.700 euro quella scatola. Et la boîte coûte 1700 euros. E sarebbe impossibile poter sopravvivere così da Et soli. ça serait impossible de pouvoir survivre de ses propres moyens. Quindi ho provato a pensare che il trapianto è un bel esempio di un'intera comunità che lavora per una persona. Donc il a pensé que la greffe était un bel exemple d'une communauté entière qui travaille pour une personne. Allora qual è l'obbligo di un uomo che rinasce? Alors quelle est l'obligation ou le devoir de quelqu'un qui renaît? È quello di cercare di essere un uomo nuovo Et c'est d'essayer d'être un homme nouveau e quindi un uomo migliore. et donc un homme meilleur. D'ailleurs,
Le précédent roman que j'ai traduit s'appelait Le Chroniqueur sans cœur. Maintenant, je peux vous dire que j'ai un camarade avec un cœur gros comme... Adesso mi siedo un pochino. Cosa devo fare? Riposarmi. No, vi racconterò tra un po' anche un altro pezzo di questa storia. Però volevo dirvi che se ci sono delle domande, rispondo a delle domande e poi andiamo avanti con l'ultimo pezzo di questa storia. Donc, adesso facciamo le domande. Se c'è qualche Voilà, domanda, si vous avez quelques questions, avant qu'on passe à un autre moment de la présentation, il est prêt à vous répondre, à essayer de... perché devo prendere una pastiglia. Parce qu'il doit prendre un médicament. E questa costa soltanto 350 euro la scatola. Celle-ci ne coûte que 350 € la boîte. Però la faccio fuori in 15 giorni. Mais elle ne dure que 15 jours. Prego. Se. C'est un rapport un petit peu conflictuel, c'est-à-dire il en a voulu à son père parce que son père n'a pas voulu de cette greffe et il en est mort parce que et lui il a fait la démarche différente. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui du rapport et du père. Est-ce que vous arrivez à le comprendre maintenant, sa démarche à lui? Est-ce que voilà. Sì. Che cosa pensi oggi del rapporto? Allora, non, sì. Quello che è successo dopo il mio trapianto, proprio il trapianto, l'atto chirurgico, ve lo racconterò fra un po', ma io non riuscivo a capire perché avevo provato così tanto dolore, perché così il mio trapianto è andato male. Donc, ce qui lui est arrivé après la première greffe, il nous racontera tout à l'heure, mais il ne comprenait pas pourquoi la première greffe, pourquoi lors de cette première greffe, il a éprouvé tant de douleur et pourquoi ça s'est passé si mal. Ed era per capire mio padre. La risposta che mi sono dato è per capire mio padre. Et la réponse qu'il s'est donnée, c'était pourquoi ça s'est mal passé, c'est parce qu'il voulait comprendre, il essayait de comprendre son père. È un rapporto pacificato quello fra me e mio padre. Maintenant, il a un rapport pacifié avec son père. Purtroppo è un rapporto che si è rapacificato soltanto di recente, quando lui ormai è morto da 25 anni. Et hélas, c'est un rapport qui s'est pacifié seulement récemment, alors que son père était déjà mort depuis 25 ans. Perché tu non capisci perché tuo padre decida di non provare a salvarsi con un trapianto. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi son père décide de ne pas se sauver grâce à une greffe. Mio padre era un marxista, Son père était un marxiste, ma era anche un uomo che guardava con molta attenzione il cattolicesimo. mais c'était aussi quelqu'un qui regardait avec attention le catholicisme. Era un uomo che credeva. C'était un croyant. E allora quello che lui si è domandato a un certo punto della sua vita è stato: è giusto che io rinasca o la mia vita è così che si deve chiudere? Alors la question qui s'est posée à un certain moment, son père était: est-ce qu'il est juste que je puisse renaître ou est-ce que c'est le moment pour moi de cesser de vivre? I medici gli dissero che sarebbe potuto venire qui in Francia, a Parigi, e fare il trapianto. Les médecins lui dirent qu'il pouvait venir en France, à Paris à l'époque, on pouvait déjà en France faire des greffes. Ma va detto che il livello di qualità di vita dopo il trapianto non è quello che abbiamo adesso, si moriva presto. Mais le niveau de qualité de vie qu'on pouvait espérer après une greffe à l'époque n'était pas celui qu'il a aujourd'hui. On mourait rapidement de toute façon après. E papà ci ha pensato molto a questa possibilità Et son père a beaucoup réfléchi à cette possibilité. e si è domandato se la sua vita era quella che gli era stata data, basta. Et il s'est demandé si sa vie c'était celle qui lui avait été donnée et basta, et ça suffira. E vi devo dire che siamo molto tifosi di calcio in famiglia. Alors, ils doivent dire qu'ils sont très supporters de foot en famille. Sì, e tutte le domeniche che la nostra squadra di Cagliari giocava nel nostro stadio, con mio padre, mio fratello, miei cugini, miei zii, andavamo allo stadio. Et tous les dimanches, où leur équipe, le Cagliari, jouait à domicile dans le stade de Cagliari, ils allaient en famille, son père, ses frères, ses cousins et ses oncles allaient ensemble au stade. Ma non era una squadra forte, perdevamo quasi sempre. Mais c'était pas une forte équipe, elle a souvent perdu. Allora quando andavamo via dallo stadio con
testa china, Ecco. tutti tristi, in silenzio. Et quand ils rentraient du stade, tous un peu désespérés, l'air triste et silencieux, E mio padre diceva questa frase, diceva sempre affanculo al Cagliari, son père disait à Fancoula Cagliari, le nom de l'équipe. che voleva Questa dire equipe. non andiamo più allo stadio, Ça signifiait basta. on n'y retourne plus, c'est pas la peine. Però 15 giorni dopo eravamo di nuovo tutti lì con le nostre Et bandierine 15 jours après, ils étaient tous à nouveau là avec leurs petits drapeaux, e questa storia me l'ha raccontata mio zio, che è uno dei medici che l'ha seguito. Et cette histoire, c'est un de ses oncles qui lui a raconté qu'il y a un des médecins qui a suivi son père. E lui è andato con tutti i fogli dell'ospedale di Parigi da firmare per andare a fare il trapianto. Il est allé, donc cet oncle Zionani, Sì. il est allé voir son père avec toutes les feuilles qu'il fallait signer, déjà envoyées par l'hôpital de Paris pour qu'il donne son accord pour la greffe. È andato nel suo studio legale. Il est allé dans son cabinet d'avocat, son père était avocat, Però papà si è alzato, l'ha guardato, gli ha ridato i fogli e gli ha detto affanculo al Cagliari. et son père s'est levé, l'a regardé, lui a rendu les documents à signer et lui a dit Fancoula al Cagliari. Il a l'air de dire c'est pareil que. E 4 mesi dopo è morto. Et 4 mois après, il est mort. E allora tu dici perché? Perché mi lasci solo con la malattia? Et alors tu te demandes pourquoi tu me laisses tout seul avec cette maladie. Ancora oggi, quando il Cagliari perde o vince, io ho l'istinto, sono passati 25 anni, sono un uomo che ne ha 50, cerco il telefono per chiamarlo e dirgli affanculo al Cagliari. Il dit encore aujourd'hui, 25 ans après, quand Cagliari perd, il a instinctivement envie de prendre le téléphone, d'appeler son père et de lui dire va Fancoula Cagliari. Perché tu cresci senza un padre Parce que grandir sans un père, e ne senti più la mancanza quando sei adulto, perché da adulto vuoi porre a un adulto dei quesiti da adulto. et donc c'est surtout en tant qu'adulte qu'on sent le manque du père, parce que c'est en tant qu'adulte qu'on a envie de discuter avec lui, de poser des questions. E allora ti arrabbi con un uomo che ha fatto la sua scelta. Et alors, il est en colère avec un homme qui a fait son propre choix. Ma tutta la sofferenza che io ho passato aveva questo senso, aveva il senso di ripercorrere il martirio di mio padre e comprenderlo, e comprendere la sua scelta. Et donc il pense aujourd'hui que toute la souffrance qu'il a endurée après cette première greffe qui est racontée dans le livre et qui est assez terrible, avait pour but de reparcourir le martyre que son père a vécu et comprendre cette souffrance. Posso permettermi? Prego. Perché la question, la domanda de Madame la libraire, avec le rapport au père, vous en avez parlato, mais en fait, ce père est présent dans tous les romans de Francesco. L'histoire de la maladie du père est plus ou moins évoquée, mais le conflit avec le père est présent, il conflitto col padre est présent in tutti i romanzi. Donc c'est une question... voilà, ouais. Infatti sarà una questione definitivamente risolta nel prossimo romanzo. Alors, c'est une question qui sera définitivement résolue dans le prochain roman. E dovrò venire di nuovo qui a raccontare. Et il viendra nous raconter si vous voulez bien. Allora, se c'è un'altra domanda? Une autre question. Prego. Sì. Volevo Allora, mi sapere, senti. volevo sapere, capire il senso del titolo. Je demande pardon. L'ho sentito prima, credo che il titolo in italiano sarebbe Chiedo scusa. Sì, L'ho sentito prima perché non l'ho visto. sì. Pour vous Peut-être répondre. traduire Alors, le français. ah oui, la question c'est pourquoi ce titre français je demande pardon alors que le titre italien pardon est chiedo scusa. Alors c'est effectivement. No, non dirlo. Et alors en Ah, italien, non. ça veut dire quoi? Alors Ça c'est veut pas dire la même pas tout à fait C'est parce pas que j'ai aussi eu un fort. problème. Je me disais en français je demande pardon, il y a une petite connotation religieuse. Je demande pardon, excuse-moi, ça passe pas bien, c'est trop trivial. Donc, mais il y a un sens à ce titre, je demande pardon. Ma per rispondere a questa domanda, Mark leggerà un pezzetto in cui si spiega proprio bene, che è anche un po' divertente perché poi vi darò una mazzata finale di tristezza, ma io non sono un uomo triste. Allora facciamo l'altra domanda, risponde, Mark legge perché si chiama così. La domanda è sulla colpa, perché spesso quello che mi a... Bon, je la pose en italien. Non, dillo in francese, tanto ti je la capisco. dire, d'accord, c'est sur la culpabilité. Parce que ce qui m'a étonné, c'est que souvent, en fait, le protagoniste
est renvoyé comme s'il avait une culpabilité par rapport à sa maladie. Il dit à un moment je le mérite. Il y a aussi Pilou qui à un moment reprend cette idée de la culpabilité. Et c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de maladies, je pense, dans beaucoup de maladies chroniques. Et souvent là où on n'a pas vraiment de réponse, il y a cette tentation de chercher une faute quelque part. Et aussi par rapport à ça, j'ai trouvé très marrant et poignant aussi douloureux la rencontre avec le psychiatre, qui aussi renvoie un peu presque a... Allora, in realtà dovresti vedere lo spettacolo teatrale che si chiama È colpa tua. Alors, il faudrait voir le spectacle théâtral qui s'appelle C'est de ta faute. Perché sono sempre gli altri che ci danno una colpa per la nostra malattia. Parce que ce sont toujours les autres qui nous donnent une faute, une raison pour expliquer notre maladie qui est de notre faute. Ci deridono, Ils se moquent de nous, ci allontanano. ils nous éloignent. E tutte le storie che io ho raccolto in giro per l'Italia, ma anche ieri a Parigi, perché è arrivato un uomo che mi ha detto io avevo un tumore, e mi ha raccontato non ho mai squillato il mio telefono in questi giorni, sta squillando adesso. E allora sono gli altri che ci fanno sentire in colpa, anche nella possibilità che possiamo in qualche maniera contagiarli, cosa che non è possibile ad esempio per la mia malattia. Donc, ce sont toujours les autres qui nous donnent une faute, qui expliquent notre maladie par une faute personnelle. Et il dit que même les gens qu'il a rencontrés dans son tour d'Italie et desquels il a recueilli des histoires ont tous cette expérience-là d'une faute qu'on nous donne. Et d'ailleurs, ça aussi dans le livre, c'est très bien. Pilou le dit. Perché ad esempio vi dico solo questa cosa e poi leggiamo. Cioè da bambino, ad esempio, mi chiudevano nell'ospedale in una stanza asettica dove arrivavano con i coltelli, le forchette, ma non avrei potuto contagiare nessuno, mi sarei dovuto svenare e fargli bere il mio sangue forse per contagiarlo. Ah oui, aussi la crainte qu'avaient les gens, c'est qu'ils soient contagieux, alors qu'il n'y a aucune contagion dans cette maladie. Et enfant, à l'hôpital, on le mettait dans une chambre aseptisée, on lui passait des fourchettes avec des gants, alors qu'il disait que pour vraiment contaminer quelqu'un, il aurait fallu qu'il lui fasse boire son sang. E adesso la prossima volta un libro di vampiri? Sì. È un po' erotico, vampiri erotici. Vendono molto i vampiri Traduco erotici. che guadagniamo bene. Ok. Vuoi leggere perché si chiama... Je demande pardon. Alors voilà, pourquoi le titre Je demande pardon? Alors donc, ça se passe à l'hôpital de jour après la greffe. Les gens retournent de temps en temps voir les médecins. Ils ont des tas d'examens à faire. Ils sont toujours contrôlés. Alors, pour les amis de l'hôpital de jour, je demande pardon. Rino, il l'appelle le général. Aurelio, c'est Marguerite. Le surnom dépend de la vision et du délire que chacun de nous a eu après. Même Stefano. Le docteur Stefano Bonomo, responsable de l'hôpital de jour, utilise parfois nos surnoms pour faire l'appel et nous orienter vers les différents services. Selon une étude de l'université du Massachusetts, a dit Stefano, la cause doit être attribuée au protopic. Et quoi le costamento? Non. Au protopic. Le médicament anti-rejet. Dans les premiers jours de la greffe, le dosage élevé conjugué à un état physique très précaire peut déchaîner des effets lysergiques comparables à 10 pastilles de LSD. À moi, en confidence, Stefano a même ajouté que tout ne peut pas être expliqué par la science médicale. Peut-être y a-t-il autre chose que nous ne connaissons pas encore et que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Mais il a noté chaque vision. Et il les conserve jalousement dans un dossier de son ordinateur. Il ne me les a pas fait lire, mais il m'en a parlé, comme lors d'une rencontre entre écrivains. Et j'ai personnellement vu des choses qui ont échappé à ces notes. Quand Rino, un ex-employé de l'entreprise nationale d'électricité, syndicaliste de la CGIL, est revenu du bloc opératoire, lui aussi, il y était retrouvé 2 fois en quelques heures. Il est resté 2 jours sans dire un mot, muet, les yeux éteints, les lèvres rentrées dans la bouche, le menton enfoncé dans le cou, une demi-lune couleur chiasse. C'est le 3e après-midi que ses yeux sont soudain devenus des boulets de canon. Son menton s'est relevé vers le ciel et sa bouche a commencé à donner des ordres.
Il ne parlait pas, il hurlait des ordres. Il a gueulé pendant 3 jours d'affilée, nuit et jour, sans arrêt. Une armée était alignée devant lui. Il devait la conduire à la victoire. Pendant 3 jours, il a fait rire médecins et infirmiers qu'il prenait pour des sous-officiers et des ordonnances, des fantassins ou des tankistes. Il s'époumonnait et les menaçait de les traîner devant le peloton d'exécution. Au médecin-chef, il a ordonné de déplacer la cavalerie sur la droite, à la responsable de salle de donner la meilleure soupe aux grenadiers. C'est quand il s'est proclamé amiral, en voulant se mettre debout sur le lit, se tenant à l'étrier de la potence pour la perfusion. Pour lui, c'était le grand mât qu'ils ont dû l'attacher. Mais il ne s'est pas découragé. Il a continué dans son jeu de risque imaginaire pendant 24 heures. Puis, quand il est revenu à lui, il est à nouveau resté muet pendant 2 autres jours. Cette fois, par honte, après que sa femme lui eut raconté tout ce qu'il avait combiné en soins intensifs. Rino est le général. Aurèle, en revanche, est Marguerite, et sa vision a été heureuse. Pendant 2 jours, il a pédalé. Avant d'être malade, il était cycliste professionnel, dans un champ infini de Marguerite. Pendant 2 jours, il a regardé le plafond, extasié, et est resté immobile, quasiment momifié dans son lit, mais son esprit voyageait et le reste du corps avec lui. Aurelio était en selle sur un vélo de course, entouré de fleurs jaunes et d'agréables parfums. De temps en temps, il bredouillait. « Quelle belle Marguerite !» Et rien de plus. Pour moi, ça a été différent. Quand l'infection a disparu, quand la chair ouverte sans anesthésie a commencé à se cicatriser et que j'ai essayé de reprendre conscience, dans mon esprit s'est imprimé ce qui m'était arrivé à cheval entre les 2 mondes, celui des vivants et celui des morts, mélangé avec de nombreuses bribes de mes 1000 vies à l'hôpital. Et devant mon lit sont apparus tous les vieux amis, Monsieur Ercole, la fille naine de la morgue, mon neveu Gabriel, les copains de Liven. Chacun à leur tour, ils venaient me saluer à mon chevet. Je les remerciais de la visite et m'excusais pour le destin que la nature charogne avait refilé à chacun d'eux. Moi aussi, j'ai fait rire médecins et infirmiers, c'est Stefano qui me l'a confié. J'ai voulu avoir le drap tiré jusque sur la tête. De là-dessous, de temps en temps, il m'entendait murmurer « Je te demande pardon, pardon, excuse-moi, vraiment, je te présente mes excuses. » etc. etc. Hein? Grazie. Non, applauso, si può fare. Non, No, mais sempre io da solo. Vous verrez, il y a des passages vraiment des passages très drôles et des passages très émouvants. Par exemple, ce monsieur Ercole, qui retrouve devant son lit, c'est un monsieur qu'il a connu. Adesso racconto io. C'est un monsieur qu'il a connu lorsqu'il était hospitalisé et qu'il avait 14-15 ans. Et ce vieil homme abandonné de tous, qui sortait de prison, et il n'avait aucune visite, et il allait nourrir les pigeons sur le rebord des fenêtres de l'hôpital. Et ce monsieur Ercole et le protagoniste sont devenus amis, et une très belle histoire d'amitié et d'humanité entre les deux, très émouvante. Et viva signor Ercole. E viva signora Ercole. Oui, ce que j'aimerais dire, moi j'aimerais féliciter Francesco Abate pour cette écriture, parce que ce qui la caractérise, c'est que c'est un sujet très grave, mais on ne tombe jamais dans le morbide. Ce n'est jamais lugubre, ce n'est jamais... Alors il a trouvé un ton très très spécial, je ne sais pas comment le qualifier, c'est pas léger non plus, parce qu'on se rend compte de la gravité de la chose. Mais en même temps, c'est dit avec un certain détachement, je trouve. Il y a quelque chose, c'est une très belle écriture, il y a beaucoup d'humour. Je me souviens d'un passage avec l'école, vous racontez que la maladie vous a sauvé des examens parce que vous espériez avoir une tête pour que les profs vous disent « Ah, le pauvre, il n'a pas pu préparer ses examens » et vous riez de tout ça. Donc il y a une distance et je trouve ça vraiment très très bien et ça se lit très très bien. À aucun moment on se dit « Oh là là, c'est triste, j'ai pas envie de lire ». Au contraire, on a envie de le lire jusqu'au bout. Sì, ma questo sono io, nel senso che poi ho anche capito che uno spirito allegro sopravvive,
dit que ça c'est lui, c'est sa personnalité, et il a aussi compris qu'un esprit joyeux survit toujours. Molto, molto conta la tua mente. Ci sono stati, ieri raccontavo che ci sono stati momenti della vita in cui mi sono dimenticato di essere malato. Il a raconté que l'esprit, le mental compte beaucoup, et il racontait hier que parfois il a eu des moments de sa vie où il a oublié qu'il était Ma malade. io venderei mia madre per fare uno scherzo, pur di ridere tutti quanti. Et il est prêt à vendre sa mère pour faire une blague et faire rire tout le monde. E anche in ospedale. Ed è pazzesco come la tua mente poi cerchi di trovare dentro di te il tuo aspetto più attaccato alla vita, più gioioso, e ti faccia dimenticare altre cose. Et c'est étonnant de voir comment l'esprit peut nous permettre de trouver en nous-mêmes nos aspects les plus joyeux qui peuvent nous permettre d'oublier le pire. Infatti c'è stato un momento, uno dei momenti più drammatici, quando veramente me ne stavo per andare, e poi questo lo dobbiamo raccontare, se no poi ce ne dimentichiamo, che io non stavo pensando che stavo morendo, ma che avevo i capelli sporchi e in disordine. Io volevo avere, perché ne avevo tantissimi di capelli, proprio tanti, e li volevo però avere tutti in ordine. Questo era il mio pensiero. Un buon shampoo. Donc, à un moment où on pensait qu'il était en train de mourir, et lui il pensait qu'en fait, tout en ressentant la douleur et tout ça, il pensait qu'il y a une chose, parce qu'à un moment il a perdu ses cheveux, ensuite ils ont repoussé à cause des médicaments, il était comme Jimi Hendrix, et lui pensait qu'il avait les cheveux sales et qu'il voulait qu'on lui lave les cheveux. Ok. Alors qu'il était en train, les médecins pensaient qu'il était en train de... Sì, racconto? Come? Vuoi che vada avanti con il racconto? Non so, bisogna Tra l'altro, sapere. che ore sono? 8h20. Ok. Perché una presentazione di uno scrittore secondo me non deve durare più di 50 minuti. Dopo lo scrittore prende l'anima e anche al di sotto dell'anima. Quindi quanto tempo abbiamo? Abbiamo ancora 10 minuti. 2 minuti? 10 minuti per le questions, comme 10 ça on minuti peut... per le domande. Ah, ok. Sì. Ou Ok. si vous voulez terminer Vous pouvez dire avec une altre cose. lecture ou dire autre Manca chose. l'operazione. Ouais. Sì, Tu te la risparmi, io non me la sono dovuta risparmiare però. Alors, Va bene, la risparmiamo. non, ok. Ok, sì. Facciamo domande, se ci sono. No, ma Domande. l'opération à vif L'opération à vif. per arrivare. No, non è di leggerla, la vuoi raccontare. Se è la racconto. Però se ci sono domande preferisco rispondere alle domande. Mais s'il y a des questions, on préfère répondre aux questions. Oui, en même temps, il ne faut pas tout raconter Eh oui. pour laisser un peu les gens Ok. découvrir le livre. Non devi raccontare tutto. No, ma non è tutto. Ah, oui, voilà. il faudrait le lire en italien. Oui, mais personne n'a le livre italien. Il n'y a que quelqu'un qui l'a, mais ça serait un crime lèse-majesté de faire ça dans une librairie. C'est dans un truc, comment on appelle, moi je connais pas les mots. Ah, une tablette. Ouais, moi je connais même pas les mots, donc je peux pas vous le dire. J'ai un langage archaïque. Tout à l'heure j'ai entendu des jeunes filles qui se parlaient, et il y en a une qui dit à l'autre, je te Skype demain matin, et l'autre elle lui répond, on fait un macro, je ne sais pas quoi, tu veux qu'on fasse du macro? J'ai dit, je suis dépassé. Donc vous voyez, je sais même pas comment ça s'appelle ces trucs-là. Et oui, donc, Dunque, des questions? sono a vostro servizio. Oui. Pour ce que je sais, tu as été, en français ça va, tu as été journaliste d'investigation aussi, pendant quelques temps. Est-ce que ce détachement dans tes romans, est-ce que c'est pas lié aussi à ce métier-là? Tu as appris à vraiment prendre du détachement par rapport à l'analyse des choses et ce que tu écris, quoi. Capito? Sì. Lo distacco che hai, No, è finito. come raccontavi che quando hai visto il primo morto assassinato. Che... Sì, non l'ho capito. Sì. No, è tutto cambiato. È chiaro che cambia completamente il tuo rapporto con la morte che tu hai sempre raccontato per lavoro. Il dit que ça a changé le rapport qu'il a avec la mort qu'il a toujours raconté pour son boulot. D'ailleurs, ça aussi, il y a des passages anche nel libro, c'è questo rapporto con prima giornalista e dopo... Ma infatti io ho chiesto di non fare più quel lavoro e non lo faccio più. Et il ne fait plus ce travail, il a demandé de ne plus le faire et il le fait plus. Perché non è possibile più avere quel distacco. Parce qu'il ne peut plus avoir ce détachement, ce regard un peu froid de... E mi arrabbio anche con i miei colleghi Et il che scrivono a s'énerve. volte delle cose
infatti vado nelle loro scrivanie e gli dico posso anche farlo perché sono anche uno dei più anziani della redazione, digli non si fa così. Et donc il s'énerve aussi parfois avec certains de ses collègues et il va même sur leur bureau en leur disant ça, on ne doit pas écrire ça. No? Ad Parce esempio, qu'il est un des plus anciens dans cette rédaction. ad esempio titolano Spettacolare incidente. Par exemple, titre, ils mettent comme titre accident spectaculaire. Ma spettacolare per chi? Mais spectaculaire pour qui? Per chi è morto. Pour le mort. Per te che hai visto questo, perché hai trasportato l'immaginario televisivo o cinematografico americano di macchine che saltano e si ribaltano, ma non succede niente, ma lì ci sono 4 morti. Parce qu'il leur dit spectaculaire pourquoi? Parce que tu as l'imaginaire des films américains où il y a des voitures qui sautent, etc. Mais il n'y a rien, c'est de la fiction. Alors que là, en réalité, il y a 4 morts. E questo è servito anche, la mia storia è servita anche dentro il mio giornale per iniziare a vedere in maniera diversa i fatti di cronaca nera. Le journal il dit que cette histoire, ce livre, a aussi déjà eu de l'effet au sein du journal dans lequel il travaille, parce que maintenant il y a une nouvelle façon de voir le fait divers, la chronique noire, la chronique crime. E con mia moglie, che anche lei è giornalista, ci arrabbiamo quando vediamo ancora altri titoli. Uno l'altro giorno gli scopre i piedi, lui la ammazza. Alors, A letto, no? Alors, il s'énerve aussi avec son épouse, qui est elle aussi journaliste, quand il voit certains titres. Récemment, ils ont vu un titre qui disait elle lui découvre les pieds, il la tue. Ma non è questa la notizia. Mais la nouvelle, ce n'est pas ça. Non è che una donna è colpevole di aver alzato le lenzuola e scoperto i piedi di un uomo. Le fait n'est pas qu'une femme soit coupable d'avoir levé les draps et découvert les pieds de son mari, d'un homme. Ma che una donna è stata assassinata. Mais le fait, c'est qu'une femme a été assassinée, le plus important. Allora ti cambia tutto questo modo di vedere. Tant'è che il libro si chiude con una cosa che io avrei tanto voluto fare, ma non ho potuto fare. Et voilà, donc il a une nouvelle façon de voir et ce travail de journaliste et la vie, à tel point que le livre se conclut avec quelque chose avec une histoire qu'il aurait voulu accompagner jusqu'au bout, mais qu'il n'a pas pu faire. Vi devo dire 2 cose che sono identiche, ma completamente diverse. Quando ero cronista di Nera, mi chiamarono per dirmi che c'era un cadavere in spiaggia. Donc il va nous raconter 2 choses qui sont différentes mais en même temps identiques. Lorsqu'il était journaliste de crimes, de faits divers, on l'a appelé pour lui dire ma quoi c'est une catégochroniste. Te lo ricordo ogni volta che la racconto. Si, donc on l'a appelé pour quand il était journaliste, donc on l'a appelé pour lui dire qu'on a découvert un cadavre sur une plage. Lo dico così, leggono anche catégochroniste. Marco, mi dici che tu ti stupisci. No, perché non capisco perché non lo dici. Va bene. Ed era sotto la sabbia. Et donc ce cadavre était enterrés sous le sable. E noi eravamo lì a questa distanza. Et ils étaient devant, les journalistes étaient devant. E quando hanno iniziato a levare la sabbia non si capiva, era sicuramente una prostituta, ma non si capiva se era uomo o donna. Et quand ils ont commencé à enlever les sables, les policiers qui étaient là ont commencé à enlever le sable. On ne comprenait pas, on a compris que c'était une prostituée, mais on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. E noi abbiamo scommesso. Et donc ils ont parié. Quando arrivava il medico legale, che era l'unico che poteva scoprire il corpo, se fosse stato uomo o donna, e quando si è scoperto che era uomo ci siamo messi tutti a ridere. Et donc ils ont parié avant que n'arrive le médecin légiste qui était le seul à pouvoir déterminer si c'était un homme ou une femme et qui avait le droit de le faire. Ils ont parié si c'était un homme ou une femme. Et quand le médecin légiste est arrivé et qu'ils ont découvert que c'était un homme, ils ont éclaté de rire. Ils ont tous éclaté de rire. Invece il modo di vedere cambia completamente nel momento in cui mi chiamano perché un mio informatore mi dice guarda che hanno sgozzato una ragazza e l'hanno buttata nell'immondezza. Alors donc, et cette façon de voir change complètement. Une fois suivante, ça c'est dans ce livre-là, un informateur l'appelle pour lui dire on vient de dégorger une femme et on l'a jetée dans les poubelles. E quando siamo arrivati quella volta non c'era neanche la polizia. Et quand ils sont arrivés, il n'y avait même pas encore la police. C'era soltanto questa prostituta
moldava di 19 Il y anni, avait seulement cette prostituée moldave de 19 ans, sgozzata, égorgée, in mezzo all'immondezza, vicino al cimitero. au milieu des poubelles, à côté du cimetière. E nei giorni a seguire nessuno chiedeva questo cadavere da seppellire. Et les jours suivants, personne n'a demandé, n'a réclamé le corps pour l'enterrer. E quel cadavere restava lì nell'obitorio in attesa che qualcuno chiedesse di poterlo seppellire, un padre, una madre, qualcuno. Et ce cadavre restait à la morgue en attendant que quelqu'un demande de vouloir bien l'enterrer, un parent, une mère. Ma non si faceva vivo nessuno. Mais personne ne se manifestait. Sinché un mio collega ha trovato un giornale rumeno Jusqu'à ce qu'un de ses collègues a trouvé dans un journal roumain, dove in prima pagina c'era una grande foto di un anziano contadino sur lequel en première page il y avait une grande photo d'un vieux paysan che aveva nel cimitero con una pala che scavava 2 fosse. qui était dans un cimetière avec une pelle en train de creuser 2 tombes. E il titolo diceva: uno è per mia figlia e l'altro è per l'uomo che l'ha portata a morire in Italia. Et le titre disait: une de ces tombes est pour ma fille, l'autre est pour l'homme qui l'a emmenée en Italie. Questo padre non aveva mai fatto richiesta del cadavere della figlia perché denunciava che c'era una mafia del trasporto delle salme dall'Italia alla Moldavia e avrebbe dovuto pagare tanti soldi, ma lui non ce li aveva quei soldi. Donc ce père a jamais réclamé le cadavre de sa fille parce que ça voulait dire qu'il fallait dénoncer le fait la mafia fait du trafic pour rapatrier les corps de l'Italie en Moldavie et qu'il n'avait pas l'argent pour payer cette mafia. E alla fine questo viaggio l'hanno pagato il comune di Cagliari e l'ambasciata. Et finalement ce voyage a été payé par la ville de Cagliari et par l'ambassade. E quello che io ho deciso insieme a Valerio è: accompagniamo questa ragazza. Et ce qu'ils avaient décidé avec Valerio, c'était d'accompagner ce corps jusqu'à... Accompagniamolo in questo ultimo viaggio. Accompagnons-la dans ce dernier voyage. E purtroppo però non l'ho potuto fare Et il n'a pas pu le faire perché ho avuto un rigetto del mio parce qu'il a fegato eu un rejet de la greffe e sono tornato in et il est ospedale. retourné à l'hôpital. Ho detto: va bene, non lo posso fare fisicamente, lo faccio nel Il libro. a dit ça va, je peux pas le faire physiquement, mais je l'écris, je vais le faire dans le livre. E poi ho scoperto che c'è un film che racconta una storia che succede in Israele più o meno simile. Et il se souvient qu'il y a un film qui raconte à peu près la même histoire, mais qui se passe en Israël. Mais non sai tu il titolo, tu le sais? Je l'ai vu, mais c'est un film qui est paru il y a plus 3 ans, ici 3 ou 4 ans, sur un attentat, et il y a une femme de Roumanie, je crois, ou de Moldavie, Sì. qui meurt dans cet attentat et elle doit être rapatriée. E un rappresentante Et il y a un del panificio lo voilà, deve portare. Ah oui, elle son travaille dans patron une doit la boulangerie, porter, voilà, et le voilà, boulanger le doit la ramener et chez découvre toute cette autre réalité. D'accord. Grazie. À propos de ça, justement, dans votre livre, le rapport du l'écrivain qui a affaire avec les femmes est un peu ambigu parce que c'est à la fois un mélange de complicité mais de malentendu aussi. Est-ce que vous pouvez vous parler de ce rapport, notamment avec la femme principale dans ce livre? Allora, devi sapere che l'unica cosa inventata di questo libro è quel rapporto. Alors la seule chose inventée dans ce livre est le rapport entre cet homme et cette femme. Perché in realtà in questo libro mi sono messa a nudo, ho raccontato chi ero, chi sono, chi vorrei essere. En réalité, dans ce livre, il s'est mis à nu, il a raconté qui il était, qui il voudrait être. E non è facile se hai una figlia di 20 anni, che oggi ha 20 anni, quando ne aveva 17, digli esattamente senza nessun velo chi è suo padre. Scusi, Ho detto, ed è difficile scrivere un libro così in cui tu fai leggere a tua figlia che ha 17 anni chi è veramente tuo padre. Il est difficile, quand on a une fille qui a 17 ans, de faire lire un livre qui dise vraiment qui est son père. Allora ho detto, va bene, io racconto tutta la mia vita, non ho problemi, Alors, elle dit, je raconte toute ma vie sans problème, però non vi racconto 2 cose. mais je ne vous raconte pas 2 choses. Non vi racconto la mia grandissima storia di amore con mia moglie Je vous raconte pas ma grande histoire d'amour avec ma femme, e non vi racconto mia figlia. et je vous raconte pas l'histoire de ma fille non plus. E allora ho scritto un personaggio femminile che era proprio brutto. Alors il a écrit un personnage féminin qui n'est pas très sympa, E Valerio Mastandrea, quando legge il libro,
dice hai fatto un personaggio dell'Ottocento, neanche Madame Bovary. Et Valérie Masson-André, quand il a lu le livre, il a dit mais tu as créé un personnage du 19e, même pas Madame Bovary. E allora ha detto, comme ça. siccome lui in questo libro non ha scritto, Comme dans ce livre, il n'a pas écrit, il n'a pas pu écrire, perché in realtà le voci, questo romanzo doveva avere due voci, la mia voce e la sua parce voce. qu'en réalité, ce roman devait avoir deux voix, la voix de Francesco et la voix de Valerio Masson-André. Ma quando Einaudi ha letto il romanzo ha detto no, il libro è quello di Francesco, non mettiamo altre voci. Et donc, quand Einaudi, l'éditeur, a lu le livre, ils ont dit non, ça suffit, ce qu'a écrit Francesco, ça suffit, on ne va pas rajouter une seconde voix. E allora Valerio si è seduto e ha impersonato quel personaggio femminile. Et donc Valerio s'est assis et il a recréé et personnalisé ce personnage féminin donc, que vous évoquez. Par exemple, des détails aussi romantiques, de baisers manqués devant la grotte de Nettuno. C'est vrai, est-ce que c'est... È vero questo o inventato? Allora, eravamo abbiamo affittato una casa per chiudere questo libro. Donc ils ont loué une maison pour terminer ce Ed livre. è stato un momento bello perché c'erano bambini piccoli, figli grandi, amici che entravano, C'était uscivano. un beau moment parce qu'il y avait des amis, des enfants qui allaient, qui venaient. E va detto che poi, siccome Valerio è anche un attore in Italia molto famoso, anche incontri improbabili. Et comme Valerio est très connu en Italie, donc il y a eu autour de lui, il y a toujours des rencontres improbables. Ad esempio, io non mi perdono mai dell'incontro con Renato Zero mentre scrivevamo questo libro. Il a rencontré Renato Zero Sì. pendant qu'ils écrivaient ces livres, il n'aurait jamais pu. Poi ve la racconto quando beviamo qualcosa. E allora abbiamo iniziato a provare insieme a dialogare. Come lui è un attore, ma non può interpretare bene nel cinema una donna. Donc ils se sont mis à dialoguer tous les deux. Lui, Valerio est un acteur, mais il a du mal à bien interpréter une femme au cinéma. Par Ma in exemple. un libro poteva farlo. Mais dans un livre, il pouvait le faire. E allora abbiamo iniziato a dialogare come se fossimo due amanti mancati. Et donc ils se sont mis à dialoguer comme s'ils étaient deux amants manqués. E ci siamo molto Et ils divertiti. se sont bien amusés. E devo dire che poi lui a quel punto ha iniziato veramente a scrivere, cosa che non avrebbe dovuto fare, e a scrivere quei pensieri che sono del personaggio femminile. Quindi quello è se si vuole trovare Valerio è in quella donna. Et donc, à ce moment-là, Valerio s'est mis vraiment à écrire, et il a écrit tout ce qui ressort de la pensée du personnage féminin. Ça, c'est Valerio qui est présent. Esatto. Donc vous avez dialogué ensemble, vous n'avez pas pleuré et ri alternativement, comme ça arrive ensemble, des sortes de dialogue émotif, Sì. de rire et... Avete pianto e riso? Abbiamo pianto. Ah, ils ont pleuré, Abbiamo pianto molte volte, souvent. abbiamo riso moltissime volte, Oui. ci siamo picchiati scherzando, Ils se sont frappés en s'amusant, évidemment. ci siamo fatti scherzi, è stato molto... È stata la chiusura di una grandissima amicizia, cioè non la chiusura, ma proprio dire siamo amici. Ça a été la concrétisation d'une grande amitié. E perché c'erano le nostre Il y avait mogli leurs femmes. che dovevano sempre preparare o caffè o qualcosa da mangiare, perché Valerio ha sempre fame, deve sempre bere un caffè, deve fumare una sigaretta che accende ma poi non finisce di... e io gli dicevo, stai seduto, dobbiamo finire di scrivere. Et donc c'était très drôle parce que Valerio veut toujours manger, boire des cafés, fumer, il finit même pas ses cigarettes. Donc il fallait que les femmes les donnent et servent. Le donne Alors, salvano la préparer le vita. café, voilà. Le donne salvano la vita. Bisognerebbe chiedere alla mia moglie che non ne poteva più, ma Il faut le demander à sa femme qui n'en pouvait plus de cette histoire. Vero o no? c'è un'ultima domanda? Auriez-vous pu écrire ce livre tout seul? Si potuto scriverlo da solo. No, non perché non avrei avuto l'idea. Adesso io prima ve l'ho raccontata così, ma Valerio è la persona che mi ha detto scrivila. Io non pensavo che la mia storia potesse essere interessante.
Cioè non ci avevo mai pensato. Il ne pensait pas que cette histoire serait intéressante et qu'il l'écrirait, c'est Valerio qui lui a dit de l'écrire. E mi ha costretto a guardare dentro di me, a guardare tutto quello che era successo internamente. Il l'a contraint à faire une sorte d'introspection et de voir tout ce qui s'était passé autour de lui pour pouvoir écrire. Ho detto che per la scrittura di un capitolo, in particolare, questo libro in fondo è stato scritto la prima versione da solo in 3 settimane. La première version a été écrite en 3 semaines seulement. Sì. Sì. Mentre scrivevo un capitolo, un pomeriggio mi è venuta la febbre a 40. Pendant qu'il écrivait un chapitre, il a eu un après-midi la fièvre à 40. Ma non è che avevo l'influenza, è stata la scrittura a rivivere quel dolore che gli ha fatto venire. C'était le fait d'écrire et de revivre la douleur qui lui a donné cet accès de fièvre. E non pensavo che mi potesse succedere questo. Et il ne pensait pas que écrire aurait pu créer. E se non ci fosse stato lui a dirmi vai avanti, scrivi, racconta questa storia, non sarebbe nato il libro. Tant'è che lui a un certo punto ha detto io non lo firmo. Et s'il n'y avait pas eu Valerio pour le pousser, à lui dire continue, écris, fais un effort. Non è giusto, hai fatto tutto tu. Et à un moment, il a dit de toute façon, moi je ne signe pas ce livre parce que c'est toi qui as tout écrit. Ma io gli ho detto no, tu mi hai dato l'idea, tu mi hai aiutato, tu mi sei stato vicino. Et donc il a dit non, c'est toi qui m'as donné l'idée, qui m'a aidé, qui est resté près de moi. E infatti poi anche il libro successivo che è uscito in Italia, un posto anche per me, nasce da una sua idea, ma questa volta il suo nome non l'ho messo. Et à un tel point que le roman qui est sorti en Italie après celui-ci, qui s'appelle Un poste anche per me, qui est aussi carrément différent, mais qui est aussi un très beau livre, né d'une idée de Valerio, mais cette fois il n'y a pas son nom. Non ha fatto niente. Il n'a rien fait, il ha presentato Peppino. Esatto. Il lui a juste présenté le personnage du livre. E quindi senza di lui non ci sarebbe questo libro. Et sans Valerio, il n'y aurait pas l'altro, questo e l'altro. E l'altro ni. Ni È sì e no. Sì e no. Pourquoi avoir donné ce prénom de Walter qui sont pas ces Italiens au personnage? Buona domanda. Perché è mio Walter Ego. Parce que, je sais pas pas pour relancer le débat, mais il vous présente ce livre comme si c'était un livre en soi, qui n'a rien avant, rien après. En fait, ce Walter fait référence au personnage précédent qui est dans le Chroniqueur sans cœur, qui s'appelait Rudy. Maintenant, c'est Rudy qui est le chef de Walter. Alors que voilà, Walter, c'est Rudy avant, c'est toute une histoire de voilà. Mais c'est très intéressant. Vi salutiamo. Il faut lire les autres. Il faut lire les autres. Dernière journée de championnat, c'est terriblement bon. Pour les libraires, c'est une magnifique histoire de librairie. Dernière journée de championnat, c'est vraiment un très beau livre pour libraire. C'est le sauvetage d'une librairie par un footballeur passionné de littérature et qui ne peut plus voir le monde médiatique du foot, etc. Volete salutare voi? Merci. Et non, on remercie beaucoup Merci la librairie de nous avoir accueillis sur cette Alors on vous invite à boire un petit coup. Ah, devo portare la foto a signora Maria. L'abbiamo fatta dappertutto e devo dire a signora Maria, guarda chi c'era a sentire Alors, come per facciamo? chi la vuole fare. Ci mettiamo tutti qua. Il faut faire une photo pour la maman de la donneuse. Ah oui, bien sûr. Parce que L'abbiamo fatto partout, a Lyon, l'abbiamo fatto con i ragazzi, l'abbiamo fatto a Parigi. Perché io poi le metto su Facebook e la nipote glieli fa vedere alla nonna e gli dice vedi Francesco, guarda quanta gente c'era a sentire la storia. Après, il met les photos sur Facebook et la petite fille montre à sa grand-mère les photos en disant regarde tous les gens qui étaient pour écouter l'histoire. Se volete vi fa Si vous piacere. voulez. Oui.